Alors en juillet 1952, je n'étais pas encore pilote de chasse, j'étais élève pilote sur T6. C'était la première partie de notre programme et étant au Cadet Club, nous avons entendu à un moment donné, aux alentours de 9 heures du soir, avant un samedi soir, une voix neutre qui nous a dit que des observations étaient en cours d'engins inconnus au-dessus de la Maison Blanche, en pleine zone interdite, et nous a demandé de ne pas quitter l'écoute, tout en précisant que les émissions sur l'ensemble des territoires des États-Unis avaient été coupées. Au bout de 3 quarts d'heure environ, nous avons appris que nous n'avions plus lieu de nous inquiéter sans aucune autre explication. Le lendemain, tous les journaux en parlaient, les journaux du dimanche en Caroline du Nord comme les autres. Et nous avons ensuite, le lundi, assiégé nos instructeurs militaires pour savoir ce qui s'était passé. Ils nous ont dit très clairement que des engins inconnus avaient été détectés par 2 radars sur 2 terrains d'aviation différents, vus par un nombre considérable d'observateurs, et que des avions de chasse qui avaient décollé un petit peu en retard, des avions intercepteurs, avaient finalement établi un contact fugitif avec les intrus. Que faisaient ces intrus? Eh bien, ces intrus étaient capables de manœuvres qu'aucun avion de chasse de l'époque aurait pu réaliser. Des accélérations considérables, des arrêts sur place, des virages en épingle à cheveux, et en fait un véritable carrousel de manœuvres impossibles. Nous n'en avons jamais su beaucoup plus, sinon que l'explication donnée aux civils qu'il s'agissait de détection fausse à cause d'inversion de température nous a tous fait sourire. Le ciel était clair au-dessus de Washington, donc il n'y avait aucune inversion de température. Et à supposer que les inversions de température soient capables d'inventer des échos là où il n'y en avait pas, il y a longtemps que le radar aurait été abandonné pour surveiller les territoires et pour permettre comment dirais-je, aux contrôleurs de la navigation aérienne de réguler le trafic. Voilà. On n'en parlait pas beaucoup, on n'en parlait pas de façon très officielle, mais il était de plus en plus certain qu'on assistait à des passages d'engins totalement inconnus et qui ne pouvaient pas être des avions. Euh, Moi, je n'ai rien vu personnellement, mais un pilote, enfin un élève pilote et son instructeur, en vol de nuit, ont croisé une espèce de fuselage sans ailes, un fuselage d'avion sans ailes, avec des hublots très, très violemment illuminés, et personne ne savait de quoi il pouvait s'agir. Il semblerait, d'après des documents qui sont maintenant déclassifiés, d'après aussi des témoignages qui ont fait l'objet d'affidavits, c'est-à-dire de déclarations devant juge de paix, que des récupérations ont eu lieu en juillet 1947 au Nouveau-Mexique. Des récupérations de 2 engins qui étaient de factures complètement inconnues et qui ne pouvaient pas être des engins, des avions de chasse ou des avions de transport de l'armée américaine, ou moins encore des avions civils. Ces 2 récupérations sont décrites dans un certain nombre de documents que j'ai récupérés de façon assez récente, il y a à peu près un an, qui ont fait l'objet de ce second livre, 1942-1954. Et je dois dire, pour être parfaitement franc, que l'authenticité de tous ces documents n'est pas absolument avérée. Autrement dit, le seul moyen que j'avais d'essayer d'évaluer leur authenticité était de les comparer avec d'autres documents qui, eux, étaient des documents parfaitement connus et parfaitement officiels, qui sont décrits dans ce livre précédent, Documents interdits, la fin d'un secret. Donc, combien de crashs en tout Alors, il y aurait eu
au moins 4 crashs, peut-être 5 si on se fonde sur un document. Malheureusement, je n'ai aucune confirmation pour ce cinquième. Il y aurait eu une récupération en 1941, une autre par la Marine nationale américaine, une en 1942 par l'armée dans les montagnes de San Bernardino, et les deux suivantes en 1947, au début juillet 1947, l'une au nord-ouest de la ville de Roswell, l'autre en gros au sud de Los Alamos. La cinquième aurait été simplement le directeur de la CIA, il fait allusion à une récupération qui serait intervenue en 1946 et pour laquelle, je dois avouer, je n'ai aucun détail. Je n'ai aucune information officielle sous forme de document à ce sujet. J'en ai parlé parce que j'ai une filleule brésilienne, j'en ai parlé aussi avec sa maman. Apparemment, c'est une chose qui est assez bien connue au Brésil. Assez bien connue au Brésil. Et au Brésil, il y a d'autres choses qui sont connues aussi. Dans le nord du Brésil, il y aurait eu des exemples de chasseurs étant chassés par des engins aériens qui passaient au-dessus et dont certains chasseurs auraient été tués, brûlés par on ne sait trop quoi, pendant leur vigile, alors qu'ils attendaient du gibier caché dans certains arbres, ils auraient été agressés. Mais là encore, il s'agit plutôt de bruits qui courent parmi la population brésilienne, surtout dans le nord du Brésil, que d'événements qui peuvent être vérifiés par des documents officiels. D'accord, parce qu'apparemment l'armée américaine serait intervenue pour récupérer d'éventuelles épaves. Donc dans les documents américains, on n'a aucune trace de ça. Aucun en tout cas que j'ai eu. Je ne possède qu'une infime partie des 85 000 documents qui avaient été déclassifiés par application de la loi d'accès aux informations secrètes aux États-Unis, le Freedom of Information and Privacy Act, par application de cette mesure du Congrès, de cet acte du Congrès, en 1985, environ 85 000 pages dactylographiées avaient été récupérées, avaient été obtenues, parfois à la suite de procès importants qui se terminaient en Cour suprême, et malgré tout, la boîte de Pandore, si j'ose dire, était ouverte. Certainement. Il y a en particulier la totalité des documents qui concernent la base de Roswell. Entre 1944 et 1950 à peu près, qui ont disparu des archives. On ne sait pas où ils sont passés. Ce sont des documents permanents, comme par exemple la totalité des mouvements d'avions sur la base de Roswell pendant cette période. Tous les documents ont disparu. Les comptes, la comptabilité, c'est-à-dire l'argent dépensé pour l'essence, pour les différents avions, etc., tout a disparu aussi. Et ce n'est pas un document quelconque qui fait part de ces disparitions, c'est à la suite d'une enquête du General Accounting Office, en gros l'équivalent de notre Cour des comptes, à la demande d'un député élu, Shift, d'un député élu du Nouveau-Mexique, qui a essayé d'avoir des informations sur Roswell. Et là, on lui a dit que ces informations étaient impossibles, et c'est monté donc jusqu'à la Cour des comptes, l'équivalent de la Cour des comptes, et qui a découvert ces destructions inouïes d'archives couvrant la base de Roswell. On pourrait presque dire que c'est encore plus surprenant et inquiétant, et ce sont des preuves presque plus fortes que si on avait retrouvé quelques documents. Voilà. Mais la réponse était extrêmement simple. Personne ne pouvait prévoir, au moment où ces documents ont été rédigés et classés dans les archives américaines, qu'il y aurait un jour une loi d'accès à l'information qui serait votée par le Congrès et qui permettrait, et même qui obligerait l'administration à révéler ces documents. Personne ne pouvait, disons, pour des documents qui ont été rédigés à la fin des années 40 et au début des années 50,
personne ne pouvait imaginer que ces documents seraient un jour portés à la connaissance du public. Donc il est absurde d'imaginer que ces documents avaient été inventés par avance par l'armée américaine ou par je ne sais quel organisme secret. Ça, c'est tout à fait impossible. Ce sont des documents qui sont authentiques et personne ne pouvait imaginer qu'un jour ils seraient portés à la connaissance du public. C'était des documents qui appartenaient à l'armée. Regardez l'équivalent de la France ou de l'Angleterre, où aucun document n'a jamais été déclassifié. Théoriquement, ils peuvent l'être au bout de 60 ans, mais uniquement si on estime que ça ne poserait aucun problème, et encore faut-il qu'un document de 60 ans soit encore lisible et ait été suffisamment entretenu et ne soit pas complètement réduit en poussière pendant cette période. Donc cette thèse est absolument absurde. Il est faux de dire qu'on ne révèle jamais rien sur les ovnis, puisque à partir de 1900, en gros, à partir de 1980, la loi Freedom of Information Act, votée en 1974, a commencé à faire effet. Donc, depuis 1980, nous avons des dizaines de milliers de pages sur le sujet qui sont disponibles pour le public. Et si les médias ne s'en sont pas emparés, ou n'ont pas voulu les étudier, c'est leur problème. C'est probablement parce que le public serait inquiet ou est déjà inquiet quant à l'éventualité d'une présence non terrestre, non pas quelque part dans l'espace, mais dans nos espaces aériens. Or, cette présence, elle est avérée par ce document. Elle est devenue, il y a plusieurs dizaines d'années, complètement indiscutable, évidente. Et quand quelqu'un dit « Comment se fait-il qu'on n'ait pas de documents ?» il faut lui répondre « Cher monsieur, les documents existent. Si vous savez parler anglais, vous pouvez les lire. Ils sont accessibles, même certains d'entre eux, à la bibliothèque du FBI, où ils peuvent être consultés. Et beaucoup d'entre eux, quelques dizaines ont été étudiées, quelques centaines de pages dactylographiées ont été étudiées dans ce livre, et jamais je n'ai eu la moindre protestation, ni de la part de l'ambassade des États-Unis. C'est la loi américaine que l'accès est autorisé aux historiens. Il suffit de demander. On n'a jamais rien caché à la population ni aux médias. Ce sont les médias qui ne veulent pas savoir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, Vannevar Bush, bien entendu, c'est quelqu'un qui est central à toutes les études qui ont été faites, les études scientifiques, les études quant aux projets futurs américains, indépendamment de toute référence à des intrusions d'engins étrangers. Vannevar Bush est l'homme qui a réussi à interdire aux Allemands l'accès à l'eau lourde, et il a eu suffisamment d'influence auprès du président Roosevelt, dont il était le conseiller, pour que, quand les Allemands ont récupéré la seule usine d'eau lourde qui existait en Europe et qui se trouvait en Norvège, empêcher que cette usine puisse fabriquer de l'eau lourde qui atteigne l'Allemagne. Et c'est ça la bataille de l'eau lourde. Qu'est-ce que l'eau lourde ? Alors, l'eau lourde, c'est simplement de l'eau qui est formée avec de l'hydrogène lourd, c'est-à-dire de l'hydrogène qui reste de l'hydrogène parce qu'il n'y a qu'un seul photon, mais qui a en plus un neutron. Donc, c'est un corps qui est très utile pour freiner les neutrons qui sont produits dans les désintégrations d'uranium, par exemple, au sein d'une pile atomique. Autrement dit, on a les premières piles, et il y en a encore beaucoup maintenant, avaient des bassins d'eau lourde dans lesquels les barres qui produisaient l'énergie en s'approchant les unes des autres et en échangeant des neutrons évitaient d'accélérer leur processus de fabrication de neutrons et produisaient de la chaleur régulée au lieu d'exploser comme Tchernobyl. Tchernobyl, imaginez que n'importe quelle centrale à l'eau lourde perd son eau lourde, il lui arrive exactement ce qui est arrivé à Tchernobyl. Donc l'eau lourde est un frein à la vitesse des neutrons produits. Cela dit, il faut quand même signaler, et ça je le signale je crois dans ce livre, que c'est au deuxième bureau français qu'on doit d'avoir sauvé toute l'eau lourde qui existait en Europe et avoir empêché les Allemands d'y accéder.
Ce sont 3 officiers du 2e bureau qui sont allés en Norvège essayer d'acheter l'eau lourde que les Norvégiens avaient produit. Parce que l'avance de l'armée allemande laissait vraiment entrevoir qu'ils allaient occuper la Norvège d'un jour à l'autre. Et les Norvégiens ont refusé de vendre leur eau lourde et l'ont donnée à ces 3 officiers. La totalité des stocks d'eau lourde en Europe, et vous allez sourire, 145 kilos. Ces 145 kilos, probablement dans une bonbonne de 200 litres, ont réussi à quitter l'Europe continentale vers Plymouth à une date qui est désormais bien connue, le 18 juin 1940. L'année où le général de Gaulle a fait son appel en quelque sorte à la résistance, l'eau lourde, la totalité de l'eau lourde européenne quittait l'Europe continentale pour se diriger vers Plymouth, où elle a été immédiatement renvoyée par les Anglais au Canada de peur que les Allemands réussissent quand même à occuper l'Angleterre un jour, on ne savait pas à cette époque-là. Et autant qu'on sache, ces 145 litres n'ont jamais été n'ont jamais été utilisés, ils sont toujours, autant que je sache, au Canada. C'est une histoire passionnante, vous avez entendu probablement parler de la bataille de l'eau lourde, mais la bataille de l'eau lourde, elle est intervenue après 1940 pour empêcher les Allemands d'utiliser l'eau lourde qu'ils avaient fabriquée depuis. Dossier OVNI, inconnu au bataillon, avant le mot même OVNI, inconnu avant 1951. Donc on peut dire que les présidents Roosevelt, Truman et Eisenhower, de toute façon, parce qu'il était chef d'état-major déjà pendant la présidence de Truman, ont tous les 3 été parfaitement au courant d'une présence d'engins de construction non humaine, ou en tout cas non terrestre, qui évoluaient dans nos espaces aériens, et tous les 3 ont été parfaitement au courant du fait que nous assistions probablement à des incursions non terrestres. Les engins récupérés dès 1941 et 1942, mais en tout cas ceux qui ont été récupérés en 1947, ont prouvé à l'évidence qu'il s'agissait de technologies qui étaient hors de portée et qui est toujours hors de portée disons, des constructeurs aéronautiques terrestres. Mais c'est pas tout. Vous m'avez posé une question sur Vannevar Bush. Vannevar Bush a été chargé de l'étude des engins qui avaient été récupérés. Pas tout seul, bien sûr. Il était aidé par la NACA, qui était l'administration qui s'occupait de l'espace, etc. À cette époque, il a été aidé par des scientifiques allemands qui travaillaient pour les Américains dès la fin de la guerre et qui étaient regroupés sous l'appellation de Paperclip. Eh bien, les scientifiques de Paperclip n'ont rien compris aux engins qui avaient été récupérés, ce qui a confirmé ce que tout le monde pensait déjà, que ces engins n'avaient pas pu être construits par l'Allemagne. En tout cas, on voit mal l'Allemagne ayant envoyé un de ces engins patrouiller au large de San Diego en 1941. Voilà. Et Vannevar Bush, en 1960, n'avait rien réussi à tirer des engins qui avaient été récupérés. On a bien une lettre de Vannevar Bush qui demande au président Roosevelt de pouvoir étudier ces engins de façon scientifique, et le président Roosevelt rétorque que la chose la plus importante pour lui, c'est une lettre de 1944, début 1944, c'est de gagner la guerre. Éventuellement de construire une bombe atomique pour gagner la guerre plus rapidement contre l'Allemagne, mais en tout cas, une recherche de ce type était hors de portée des États-Unis pendant la guerre. Ce qui a amené le même Vannevar Bush et des commissions scientifiques qui devaient comprendre Einstein à revenir vers le président Truman, et ce en 1947, en lui disant en quelque sorte: votre prédécesseur nous avait promis des fonds pour étudier ces engins, est-ce qu'on peut espérer avoir ces fonds maintenant? Et on a la signature du président Truman qui confirme effectivement qu'il a bien reçu et qu'il est d'accord avec la lettre.
Ensuite, en 1960, on a les souvenirs de Wilbur Smith, qui était un ingénieur canadien qui était en mission à Washington et qui a rencontré quelqu'un qui lui a dit mais oui, effectivement, les ovnis existent, on a récupéré quelques-uns, et naturellement, cet ingénieur canadien a posé la question fatidique, mais comment ça fonctionne? Et la réponse pincée, nous n'en savons rien. À cette date, tous les scientifiques qui ont travaillé à cette question sous les ordres de Vannevar Bush n'ont pas réussi à comprendre. Depuis 1960, je n'ai pas d'informations plus récentes. Mais si vous observez ou si vous allez à Washington, observez tous les projets à moitié ou complètement réalisés par l'aéronautique américaine pendant cette période et jusqu'à la fin de la guerre froide, vous apercevez qu'aucun d'entre eux, finalement, ne manifeste des caractéristiques qui pourraient laisser à penser qu'il y a eu un transfert technologique. Que pouvez-vous nous dire donc de Lloyd Berkner? Alors Lloyd Berkner, je ne peux pas en dire grand-chose, sinon que son nom est cité à plusieurs reprises comme ayant pratiqué des autopsies sur des êtres qui auraient été récupérés en même temps que leur machine volante. Machine volante qui, dans plusieurs documents, s'appelle ULAT, Unidentified Lenticular Aircraft. Et AT, on ne sait pas s'il s'agit de transfert technologique ou quelque chose comme ça. Donc, ces machines avaient reçu un nom de code, ce qui laisse à penser qu'elles étaient toutes les 4 du même type, sinon on aurait trouvé des noms de code légèrement différents. Quant aux zones où les 2 dernières ont été récupérées, elles ont reçu comme nom de code IZ1, qui se situe à 75 000 au nord-ouest de Roswell, et IZ2, qui se situe en gros à peu près à l'endroit où la première bombe atomique a explosé, à Trinity Site, au nord de la zone d'essai de White Sands, au Nouveau-Mexique. Je ne fais absolument personnellement aucune relation entre ces choses. Ce sont des lettres qui font référence à l'aide que la découverte des deux premiers engins, que cette découverte a apporté au Manhattan Project et à la construction des bombes atomiques. Mais ces informations, on les trouve sous la plume du président des États-Unis, et uniquement sous la sienne. D'autre part, encore une fois, OVNI est une invention récente qui est en fait déjà une désinformation. On a commencé à parler d'OVNI au début du projet Blue Book, et le projet Blue Book était de toute évidence un projet destiné à rassurer le public, à lui donner l'impression que les observations qu'il faisait étaient prises en compte. Elles n'étaient pas prises en compte quand on a déjà les engins à étudier. Quand on a en plus des radars pour mesurer les vitesses et les performances des engins, on n'a pas du tout besoin de rapports concernant des ovnis, on n'a pas du tout besoin des rapports envoyés par les civils. Mais les civils, il fallait leur laisser croire que les rapports qu'ils faisaient étaient les seuls à la disposition des États-Unis. Ça, c'est l'histoire du projet Blue Book et l'histoire tragique de son premier directeur, qui a été directeur du projet Blue Book. Edward Ruppelt a été directeur du projet Blue Book pendant 3 ans. Curieusement, pendant ces 3 ans, j'étais 2 des années, j'étais moi aussi dans l'US Air Force. Lui était plutôt à Washington et surtout à Wright-Patterson, où on étudiait de près les rapports militaires, etc. Et son travail, semble-t-il, était de rassurer les populations et même de rassurer les membres de l'administration, comme des gens qui travaillaient sur la production d'uranium déjà aux États-Unis, les rassurer sur le fait que, à ma foi, il y avait un service qui s'occupait officiellement de ce sujet. Ce qui était vrai, mais ce n'était pas le projet Blue Book qui s'en occupait. Et c'est lui, semble-t-il, enfin en tout cas il l'affirme, qui en 1951 a inventé le mot OVNI, objet volant non identifié. En réalité, c'était UFO. Mais
le premier document américain militaire sur lequel le terme est employé, c'est pas UFO, c'est UFOB, objet, Unidentified Flying Object. Le sigle, c'est UFOB. Et il était bien précisé dans la définition de UFOB qu'il s'agissait d'engins volants qui ne pouvaient pas, de par leur forme et leur performance, être identifiés comme étant un avion de construction américaine. C'était clair, c'était net. Il ne s'agissait pas de phénomènes aérospatiaux. Vous n'avez jamais eu vent dans le cadre de votre profession de survol de centrales nucléaires ou de sites d'armement par des ovnis? J'en ai entendu parler comme beaucoup de personnes, mais surtout cette fois par des ufologues qui surveillaient par exemple la zone du plateau d'Albion. Et j'ai même eu certaines personnes m'ont affirmé qu'on n'avait jamais vu un silo s'ouvrir pour aération ou entretien sans que dans les 24 heures il y ait une observation d'un objet inconnu venu faire du vol stationnaire au-dessus. Mais encore une fois, je ne peux pas du tout être précis et je ne peux pas du tout non plus garantir que ces observations ont été ce qu'elles pensaient être. Bon, déjà, j'ai eu en main un document qui semblait émaner du secrétariat général de la Défense nationale et qui précisait quel service en France était doté de l'habilitation OANI-OVNI. Donc, objet aquatique non identifié et objet volant non identifié semblaient être mis sur un même pied. Ce qui semble tout à fait logique. J'ai souvenir d'un Mirage 3 qui avait poursuivi, ou peut-être deux Mirage 3, qui avait poursuivi un disque volant dans la région de Solenzara et qui avait vu ce disque volant rentrer sous la mer et ensuite continuer son chemin sans exploser ou quoi que ce soit. D'autre part, il existe depuis quelques années maintenant des déclarations faites par des amiraux russes sur des observations que la marine russe a effectuées pendant des années sous les océans, faisant état d'engins qui se déplacent en dessous de 2000 mètres de profondeur et qui se déplacent à des vitesses parfaitement énormes par rapport à celles des sous-marins habituels. Encore une fois, j'ai vu certains de ces films, j'ai même regardé certains de ces films pour le compte, quand nous envisagions de nous pencher sur ce sujet à la commission Sigma, et je ne peux pas vous en dire plus, sinon que j'ai vu sur ces films des amiraux soviétiques avec leurs décorations, etc., dire voilà, je m'appelle un tel, et j'ai eu l'occasion de faire telle observation, telle observation. Alors, ces films avaient été recueillis par des civils, enfin des personnes qui n'étaient pas membres de la commission Sigma, mais nous avions eu la chance de les voir. Bien entendu. D'ailleurs, ces détails ont été donnés au cours de notre rapport d'étape en 2010 dans un auditorium de la SAGEM, auditorium qui était sécurisé, mais où avaient trouvé place un certain nombre d'envoyés, de jeunes généraux ou des colonels envoyés par les états-majors de l'armée de l'air en particulier, des attachés militaires de pays amis, comme la Pologne et même de la Russie, et des journalistes accrédités défense. Et au cours de ce rapport d'étape, notre président Alain Boudier a clairement indiqué, nous a montré un organigramme qui se trouve d'ailleurs dans ce livre, à la fin de ce livre, un organigramme qui montre tous les... Voilà, cet organigramme, si vous le...
qui montre tous les éléments du renseignement français et naturellement qui aboutissent au Premier ministre et au Président de la République. En dehors de ces personnes, il n'est pas certain du tout, il est même très probable que peu de gens, même dans l'armée et même dans les services de renseignement, soient au courant de grand-chose. À moins d'avoir été chargé spécifiquement d'ouvrir un dossier sur le sujet. Il faut bien voir que ce sujet a fait l'objet, dès le départ, d'un secret d'État décidé par le président Roosevelt. En tout cas, l'un des premiers documents que je présente ici est une lettre du président Roosevelt adressée à son chef d'état-major, le général Marshall, et lui disant « Je décide, j'interdis qu'on donne la moindre information sur ce sujet en dehors de 5 personnes, vous-même, moi, le docteur Vannevar Bush, le secrétaire d'État à la guerre, à l'époque, et mon conseiller militaire personnel. 5 personnes. Et c'est tout. » Donc, c'était le départ de ce qu'on appelle, je pense, un secret d'État. Et ce secret d'État a été renforcé encore par le président Truman en 1947, à la suite des récupérations qui avaient eu lieu. Et autant que je sache, personne n'est revenu sur ce secret d'État. Donc aujourd'hui, le président Obama, par exemple, pensez-vous qu'il a connaissance de... J'espère. J'espère qu'en tant que chef des armées américaines, il est au courant. J'espère qu'il a été mis au courant, étant donné que c'est lui qui détient la clé, une des clés du déclenchement d'une guerre nucléaire mondiale. J'espère qu'il est au courant. Et selon toute probabilité, il l'est. Il est quand même au-dessus du ministre de la Défense, et le ministre de la Défense aux États-Unis, Secretary of Defense, lui est certainement au courant. Pas du tout. Et je vais probablement vous surprendre. Non seulement je n'ai jamais été menacé, mais ce livre et les précédents ont été envoyés à l'ambassade des États-Unis à Paris avant leur publication. Je n'ai jamais rien reçu, aucune communication de leur part. Quand nous sommes allés à Washington avec le président de la commission Sigma, nous avons été encouragés à continuer et à être un des rares pays qui avouait s'intéresser au sujet dont vous parlez. Et j'ai même été aidé, parce que je ne suis pas très doué vu mon âge en informatique, j'ai même été aidé par certaines personnes de nos services quand je n'arrivais pas à avoir accès à certains documents. Nous avons œuvré au sein de la commission Sigma. Pour l'instant, nos conclusions ne sont pas publiées, et ne le seront certainement pas ni par moi ni par nous, mais seulement par les personnes à laquelle ils sont destinés, c'est-à-dire le président de la 3AF. Mais cela dit, il est parfaitement évident que nous avons consulté une grande partie de des états-majors concernés par cet organigramme, que nous avons été fort bien accueillis partout, et que nous avons été encouragés à continuer dans la direction que nous avions prise. C'est pas un aveu, c'est certainement pas une communication publique, mais en tout cas, c'est certainement pas un désaveu ni une menace. Que pensez-vous aujourd'hui du GEPAN en France? Pensez-vous qu'il fait bien son travail? Et quelle est la relation entre GEPAN et justement la commission Sigma, à laquelle vous faites partie? Alors, je vais recommencer par la fin. Nous avons, à un moment donné, essayé de prendre contact avec le GEPAN. Je m'étais même proposé comme intermédiaire pour aller présenter les documents que nous étudions au GEPAN. J'ai reçu une fin de non-recevoir. Aucune réaction. Ok? Pas de problème. D'un autre côté, j'ai bien entendu dire, comme tout le monde, que le GEPAN était le seul organisme officiel en France habilité à traiter de ce sujet. J'avoue qu'après avoir entendu les déclarations de son précédent directeur dans son interview dans un journal public,
Je suis très surpris. Mais je comprends très bien qu'il n'y a eu aucun contact entre la commission Sigma 1 et le GEPAN. Nous ne parlions pas des mêmes choses. Je veux même bien admettre que le GEPAN, très sincèrement, essaye de trouver des phénomènes aérospatiaux non identifiés que des civils comme les organisations ufologiques lui envoient, et que parmi ces observations, il n'en est trouvé aucune qui révèle l'existence d'un phénomène aérospatial non identifié ou nouveau. Parce qu'après tout, PAN, ça peut être phénomène aérospatial nouveau. Bon, rien apparemment n'a été trouvé par le GEPAN, et ça ne me surprend pas du tout. Les seuls qui soient au courant de cet état de choses, et ceux seuls qui soient capables de faire des mesures convaincantes, sont ceux qui disposent de radars, au minimum des radars de la défense aérienne, et avec des distances et des radars de site qui permettent de déterminer les altitudes. Plus du tout maintenant les civils, puisque pendant un certain temps, pendant que j'étais encore commandant de bord, il était possible de mesurer la vitesse d'un engin inconnu sur les radars de la circulation aérienne, et cette possibilité a été supprimée quand on a doté tous les radars uniquement du mode 2, c'est-à-dire les radars actuellement dans la défense, non pas dans la défense aérienne, mais dans la circulation aérienne, ne peuvent recevoir les éco-radars que des avions qui transpondent sur le même code qu'eux. Donc c'est clair. Avant, les radars, quand il y avait quelque chose de bizarre ou que le système fonctionnait mal, pouvaient repasser en mode 1, et là, l'écran était saturé presque, avec aussi bien des orages que des avions militaires, etc. Mais au moins, ils avaient cette possibilité. Cette possibilité leur a été retirée. Il a été jugé plus prudent que chaque contrôleur de la circulation aérienne ne puisse avoir qu'une douzaine ou une dizaine d'échos à suivre sur leur radar. De même, les radars météorologiques pouvaient théoriquement tout recevoir, et certains d'entre eux avaient la possibilité, par exemple, de communiquer aux avions en vol la présence d'un orage ou de quelque chose comme ça. On a supprimé la liaison entre les radars de la météorologie nationale et les avions de ligne. Donc, encore une source d'information potentielle qui a disparu. Autrement dit, les seuls, à notre époque, qui puissent détecter un engin qui irait très vite ou qui volerait très haut, sont les radars, encore une fois, de la défense aérienne. Et là, je ne peux pas en dire plus, parce que vous comprendrez bien que les performances de ces radars font partie des secrets qui intéressent uniquement la défense nationale. Et il n'y a aucune raison pour qu'on sache exactement quelles sont les performances de ces radars. N'oublions pas que ces radars, la Haute Autorité de Défense Aérienne, nous protège aussi d'avions pirates qui pourraient être chargés d'explosifs et qui pourraient piquer dans une de nos centrales atomiques, déclenchant quelque chose de bien pire que Tchernobyl. Donc, il est bien évident que nous sommes protégés contre ces choses-là, mais si nous révélions la moindre information à ce sujet, ça faciliterait considérablement la tâche de pirates potentiels, enfin je ne sais pas comment les appeler. Par rapport à la commission Sigma, que va-t-il se passer dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des travaux en cours, des publications? Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, et je doute que même le président actuel de la commission Sigma 2 le sache. Nous avons toujours du travail à faire, en particulier pour l'authentification d'une partie des documents qui m'ont servi, et nous avons des spécialistes qui sont capables d'authentifier ou d'enregistrer ces documents. Aujourd'hui, la seule indication que j'ai personnellement, c'est que ces documents sont cohérents avec des documents officiels. Ils semblent bien, et même expliquer certaines des bizarreries qu'on découvrait dans les documents déclassifiés.
cela m'a amené à publier malgré tout et un petit peu trop tôt ce livre, espérant que des lecteurs vont m'aider. Et de fait, il y a déjà des historiens qui s'intéressent à ces deux livres et qui m'ont déjà donné des indications précieuses. Mais du côté de la commission Sigma, nous avons d'autres spécialistes qui ont accès à d'autres types d'archives, qui sont des archives françaises, mais qui possèdent bien entendu des documents ou des copies de documents d'archives étrangères. C'est tout à fait évident. Et donc, nous travaillons aussi sur ces documents, et je peux dire que Sigma 2, entre autres, travaille là-dessus. Et Sigma 2 aussi essaye, et à mon avis c'est voué à l'échec, mais on ne sait jamais, de trouver des explications quant au fonctionnement de certains engins dont les performances ont été mesurées et que personne au monde ne serait capable de copier aujourd'hui. Bien que la commission de la 3AF soit une société savante qui rassemble pratiquement la totalité de ce qu'on est capable de faire en aéronautique en France, avec quand même l'exception de... Je ne suis pas sûr que les avions d'assaut fassent partie de la 3AF, mais EADS en fait partie. Ça, c'est indiscutable. Fait partie des membres collectifs de la 3AF. Et donc, une société savante qui rassemble une telle concentration de capacités, si elle n'arrive pas à trouver l'explication, personne d'autre ne le fera, je pense. À moins qu'un inventeur de génie du genre de Telsa apparaisse ou qu'une percée en physique fondamentale nous permette d'avoir des informations tout à fait nouvelles sur la gravitation, par exemple. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous n'aurez le droit de dire ça que si le communiqué final le dit, et c'est tout. Et d'ailleurs, soyons francs, même si le communiqué final le dit ou ne le dit pas, ça ne prouvera absolument ni l'une des faces ni de l'autre. D'accord ? Après tout, nous avons affaire à un sujet qui potentiellement, je dis bien potentiellement, a des implications dans de nombreux domaines. La commission comme État l'avait bien donné à la fin de son rapport, avait bien envisagé et avait bien dit que si les hypothèses sérieuses qui étaient ceux de Cometa et qui sont peut-être les hypothèses de Sigma s'avéraient suffisamment convaincantes, il y aurait un changement, un bouleversement considérable dans l'attitude des civils, de l'ensemble des gens sur Terre. Et entre nous, je ne pense pas que ça soit la fonction d'une commission aussi prestigieuse soit-elle ou d'une société savante aussi prestigieuse soit-elle, de prendre des décisions dans ce domaine. Il me semble, mais ce n'est qu'une opinion personnelle, que c'est au peuple lui-même et à ses représentants de prendre une telle décision. Qu'ils sachent néanmoins que le jour où ils voudront savoir, toutes les informations seront mises à leur disposition. Et elles existent.